Bonjour à tous. Merci beaucoup de participer à ProDurable en général et à cette conférence en particulier. Aujourd'hui, on va parler d'achat responsable et en particulier de deux solutions qui vont vous être présentées. On voit bien que les achats au niveau grand public sont en train de migrer complètement vers de plus en plus de responsabilités, que ce soit sur des sujets de mobilité, d'alimentaire, de cosméto, de textile. Enfin, on voit bien que tous les secteurs sont en train de bouger. Mais évidemment aussi dans les entreprises, la question de la responsabilité des achats est de plus en plus importante, à la fois, et on va le voir, de par le contexte réglementaire, mais aussi parce qu'il y a une envie des salariés, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus d'offres, et parce que toutes les entreprises, évidemment, commencent à réfléchir à leur stratégie carbone, à leur stratégie climat, et donc, du coup, comment je peux avoir des solutions, comment je peux acheter des solutions bas carbone. Pour parler de ce sujet-là, j'ai la chance de... Donc moi, je m'appelle Thomas Parotti, je suis patron de l'agence Mieux, qui est une agence de communication spécialisée sur la RSE. Je ne suis pas journaliste ni animateur, même si ça m'arrive. On a la chance aujourd'hui d'accueillir 3 personnes pour parler de ce sujet-là. Tout d'abord, Juliette Dupuy-Guillemin, qui est la grande experte, en tout cas pour moi, des achats responsables qui travaille au sein du groupe AFNOR. Ensuite, il y a David Mignot, qui est le fondateur de Yes Yes, et Laurent Larocca, qui est le fondateur de The Trip. Voilà, on va donc voir des sujets assez globaux, comme toi, Juliette, tu as l'habitude d'en voir. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les enjeux prioritaires aujourd'hui que tu peux identifier chez tes clients sur les achats? Bonjour à tous. Merci Thomas de m'avoir invité à ce petit atelier. Je suis ravie d'intervenir aux côtés de David et de Laurent. Alors effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une volonté en fait de monter en compétence des acheteurs pour qu'ils intègrent en fait, comme tu le disais, les notions de responsabilité de façon beaucoup plus large, et pas uniquement la responsabilité financière. Et du coup, ça passe par des demandes en formation. Des demandes en formation, mais de façon vraiment très opérationnelle. On a beaucoup parlé des achats responsables ces dernières années. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de montrer aux acheteurs qu'ils ont des vrais leviers pour mettre en place une politique d'achat responsable. Tu le disais aussi, forcément, il y a le contexte exogène qui a beaucoup boosté ce sujet-là ces dernières années, entre la loi sur le devoir de vigilance, qui est une loi française, mais qui est en train d'être portée au niveau européen, la loi Sapin 2, et puis, comme vous le savez tous, effectivement, je dirais que la crise sanitaire qu'on a connue a plus que jamais, je dirais, mis en exergue le fait qu'une politique achat responsable était vraiment une politique gagnante. Donc pour moi, la refonte du métier d'acheteur, elle est inévitable et nécessaire. C'est finalement amener l'acheteur à se poser de nouvelles questions, à identifier par exemple quels sont les risques liés à l'achat de tels produits ou de telles prestations de services, donc des risques RSE. Et grâce en fait à l'identification des risques, il sera plus en mesure de caractériser son besoin. Pour reboucler avec les 2 exemples qui vont vous être présentés là tout à l'heure par David et Laurent, enfin tout de suite par David et Laurent, je dirais à titre d'exemple que voilà, quand on achète des téléphones, il faut savoir qu'on utilise entre 50 et 60 matières premières, comme par exemple le lithium, et que le lithium a une échéance de durée de vie jusqu'en 2050, et que pour extraire le lithium, voilà, ça nécessite énormément d'eau, puisque c'est souvent dans des zones en fait relativement arides. Ensuite, toujours sur les téléphones, il faut savoir que un téléphone sur 4 est jeté et ne rentre pas du tout dans la filière des 3 E, avec derrière une fin de vie soit incinérée, soit effectivement une fin de vie jetée dans la nature, avec tous les impacts que ça a sur l'environnement. Sur la mobilité, il y a aussi plein d'éléments sur effectivement les émissions carbone, vous le savez tous, mais je laisserai Laurent en parler de façon plus détaillée. Merci beaucoup. C'est vrai on parle beaucoup du bilan carbone du numérique. C'est le Green IT, alors, a été un sujet qui a été lancé par Fred Bordage il y a une dizaine d'années, un peu au début. Aujourd'hui, les entreprises s'intéressent vraiment à ce sujet-là. On voit bien que qu'il y a une explosion du numérique et donc du coup de la consommation énergétique. Vous savez, 50% du bilan du numérique, c'est quand même des vidéos. Et là-dedans, les 50%, c'est notamment du cul. Le bilan du numérique explose et donc du coup il faut se poser des questions sur comment je peux réduire ce bilan du numérique. Pendant très longtemps la solution c'était d'acheter. Aujourd'hui
David, quels sont quel est l'enjeu aujourd'hui sur le sujet du téléphone en particulier? Alors, s'il y a un sujet pour lequel les entreprises n'ont pas encore pris la mesure de l'ampleur dans leur démarche RSE, et a priori, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes dans cette démarche RSE, s'il y a un sujet qui n'a pas encore été abordé, c'est celui de l'équipement électronique. Puisque à 99%, les entreprises et les entreprises dans lesquelles vous travaillez équipent leurs collaborateurs avec des produits neufs, que ce soit des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs. Et que, en ce qui concerne les smartphones, Juliette en a parlé à l'instant, si ça fonctionne, pardon, l'impact environnemental du smartphone, il est colossal. 80% de l'impact environnemental d'un smartphone est lié à sa production. Et notamment, Juliette le disait, à travers l'extraction de minerais, mais il y a aussi tous les déchets, il y a les gaz à effet de serre. Et là, je ne parle même pas des enjeux sociaux, des conditions sociales dans lesquelles tout ça est fait. Et donc, bizarrement, alors qu'on pourrait se dire, tiens, dans une démarche RSE, l'entreprise va aborder ça en premier lieu. Hein, on se parle du recyclage dans les entreprises, on se parle de changer des gobelets avec des mugs, mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc nous, on fait des smartphones reconditionnés, j'y reviens dans un instant, mais on s'est intéressé, on a essayé de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé encore aujourd'hui au sein des directions RSE, des directions tout court. Et en fait, il y a deux raisons fondamentales, deux sujets fondamentaux. La première, c'est lié à l'historique, les habitudes du passé. Historiquement, en entreprise, on équipe les collaborateurs avec un opérateur. Orange, SFR ou Bouygues, mais vous avez le package, l'abonnement et le téléphone. C'est plus simple, c'est plus pratique, et donc on a toujours fait comme ça, donc on ne change pas ça. Et avec en plus cette idée, alors si certains d'entre vous encore dans l'idée que c'est moins cher parce que ça va en euros, je vous rassure, vous le payez au bout du compte, parce que vous allez payer un abonnement qui est beaucoup plus cher. Et que dans le grand public, certainement, peut-être que vous avez dissocié le téléphone de votre abonnement, vous achetez votre abonnement à part et le téléphone à part. Dans l'entreprise, ça arrive aussi progressivement, mais on n'est pas encore là, mais ça va se faire. Et donc, du coup, vous allez pouvoir avoir le choix entre un smartphone reconditionné ou un smartphone neuf. Donc, première chose, le poids de l'histoire qui fait que on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer. Et ensuite, quand on dit, mais pourquoi vous ne pensez pas au reconditionner, là, il y a toutes les idées reçues qu'on peut avoir autour de ça, et qui sont plus ou moins légitimes, et dont je vais parler rapidement. La première idée reçue, c'est que du reconditionné, donc un produit de seconde vie, qui est d'occasion, va moins bien marcher. Il va tomber en panne, c'est sûr, puisqu'il a déjà fonctionné avant. C'est faux, c'est même complètement faux, et je peux d'autant mieux en parler que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans chez un fabricant de téléphones portables, donc j'en ai vendu pendant 15 ans. Les taux de retour des téléphones neufs sont équivalents aux taux de retour des téléphones reconditionnés, quand c'est bien fait, bien évidemment, de préférence chez nous, c'est une petite parenthèse, mais en tout cas, sachez qu'il n'y a pas plus de retour, si ce n'est des produits électroniques qui tombent en panne, comme ça peut arriver régulièrement. Pas plus de retour, c'est faux. Deuxième idée conçue, oui, mais je ne vais pas pouvoir équiper mes collaborateurs avec les derniers modèles. Je vais avoir des vieux téléphones qui ne sont pas terribles. Faux. Nous commercialisons depuis le mois d'avril l'iPhone 11 qui est sorti en septembre 2019. Et nous venons de lancer l'iPhone SE 2020, qui, comme son nom l'indique, est sorti en 2020, en avril précisément. Donc il y a 4-6 mois de délai entre les deux. Troisième idée reçue. Oui, mais au niveau des applications, j'ai entendu dire que les mises à jour ne se font pas et que, en fait, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Faux. iOS 14, qui est la nouvelle version du système d'exploitation d'Apple, qui sort là, va être rétrocompatible jusqu'à l'iPhone 6S, qui est sorti en 2015, il y a 5 ans. Donc là aussi, un certain nombre d'idées reçues par rapport à ça qui font que on ne va pas vers le reconditionné alors qu'on pourrait y aller. En réalité, une fois qu'on a enlevé ces idées reçues, il n'y a que des bonnes raisons à passer sur des smartphones reconditionnés. La première, elle est évidente, elle est économique. Je pense que, quels que soient les départements dans lesquels vous travaillez, faire des économies fait partie, surtout par les temps qui courent, des objectifs qui vous sont donnés. C'est entre 20 et 50% moins cher qu'un téléphone neuf. Donc là, c'est assez simple et évident. Deuxième avantage, on l'a vu, c'est l'avantage environnemental, puisqu'on va moins impacter. Mais c'est aussi un engagement que vous pouvez avoir, des salariés qui vont être plus engagés. La fierté de travailler pour une entreprise qui a équipé avec des smartphones reconditionnés et qui est dans cette démarche-là. Sachant qu'en plus, ce que vous pouvez faire,
c'est que vous faites 20 à 40% d'économies. Donc soit ce sont des économies qui sont faites pour l'entreprise, qui peuvent être distribuées d'une façon ou d'une autre, peu importe. Mais ça peut être aussi un moyen de dire, si on avait pris du neuf, on vous aurait équipé en iPhone 8, je cite l'iPhone, mais ça peut être d'autres produits, en iPhone 8. Mais là, comme c'est du reconditionné, que ça nous coûte moins cher, on va pouvoir être sur un modèle supérieur qui est l'iPhone 10. Et donc, du coup, cette démarche environnementale est bénéfique aux collaborateurs. Et puis, le dernier argument, c'est que c'est plus pratique. Pourquoi c'est plus pratique ? Parce que ceux qui gèrent un parc de smartphones, au-delà de l'achat, le plus compliqué, c'est la gestion au quotidien. Peut-être que certains d'entre vous font ça dans les entreprises. Savoir qu'il y a un commercial qui est à Marseille, qui a cassé son téléphone, l'écran, qu'est-ce que j'en fais ? Lui, c'est la batterie qui marche plus, il faut changer. Lui, son chien a mangé le chargeur, il faut qu'il en rachète un à la FNAC, je vais faire une note de frais. Bon, c'est l'enfer. L'avantage qu'on a, c'est qu'on est reconditionneur, donc on est réparateur. Par définition, tous les jours, on répare des téléphones. Donc c'est tout le suivi qu'on va apporter à une flotte d'entreprises, à une flotte de collaborateurs, pour réparer des téléphones, pour changer la batterie quand elle ne fonctionne plus. Le commercial, quand il crève la roue de sa voiture, a priori, on ne change pas la voiture, il va chez le garagiste et on change la roue. Mais c'est la même chose pour un smartphone. Dans l'idée, on ne peut pas changer la batterie d'un smartphone, je vous rassure, on peut changer la batterie d'un smartphone comme on change la roue d'une voiture. Et donc nous sommes là également, donc la démarche avec un reconditionneur, c'est de vous simplifier la vie au quotidien dans le suivi et la réparation et d'aller encore plus loin dans cette démarche éco-responsable. En plus, c'est comme tu le disais, une véritable attente de la part des collaborateurs. Vous le savez, il y a plein d'études qui sont sorties sur le sujet, mais 83% des collaborateurs aimeraient mieux connaître la stratégie RSE de leur boîte et 79% veulent s'y impliquer. Quand ils s'y impliquent, ils sont 13% plus efficaces, 24% moins absents. Enfin bon, il y a plein de chiffres comme ça qui démontrent que les collaborateurs s'y engagent. Donc le DRH est content, le directeur RSE est content, le directeur des achats est content, le DAF est content parce qu'il a des économies. Enfin globalement... Tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Sur le sujet, on ne va plus parler de téléphone mobile, mais on va parler de mobilité. Aujourd'hui, on a vu une transformation de la mobilité. Alors, cette transformation, elle est progressive, elle est constante. On voit évidemment de plus en plus de vélos. On voit plein d'entreprises qui passent à des flottes 100% électriques, comme Chronopost qui livre dans Paris, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a un engagement qu'il y a une transformation de la mobilité. Aujourd'hui, le sujet de la mobilité, Laurent, il est bien traité dans les entreprises. C'est un sujet les entreprises ont conscience du problème de la mobilité. Alors c'est un sujet qui touche de plus en plus les entreprises et pour cause, j'ai envie de vous donner 2 chiffres. Premier chiffre, voilà le premier chiffre. C'est 29%. 29%, c'est la part, c'est la responsabilité du transport aujourd'hui dans les émissions de gaz à effet de serre en France. C'est de loin le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. On a une position un peu particulière dans le monde puisque, vous savez, notre production d'électricité est décarbonée. Donc c'est le transport qui est numéro 2 qui passe numéro 1 en France. Deuxième chiffre, c'est moins 34%. Ça, c'est la baisse justement des émissions de CO2 pendant le confinement en France, pendant cette expérience que nous avons vécue de tous rester confinés. Moins 34%, la moitié, c'est du transport. Donc oui, c'est possible de baisser l'empreinte carbone, je dirais, d'une entreprise comme celle d'un foyer en étant plus vigilant sur les transports qu'on utilise, et donc les transports carbonés. Et les entreprises aujourd'hui, la réponse qu'on a tout de suite trouvée par rapport au confinement, ça a été évidemment le télétravail, la visioconférence. La visioconférence, ça a aussi une empreinte carbone. Donc c'est certainement une partie de la réponse, mais à un moment donné, il faut quand même continuer à se déplacer. Le déplacement reste vital pour une entreprise. L'impact commercial, on le sait, en présentiel est bien plus important que lorsqu'on fait un Zoom où on va avoir des problèmes de son, on va avoir des problèmes d'image, des problèmes de réseau. Donc, les entreprises sont quand même obligées d'aller auditer, d'aller regarder des usines, de se rendre sur place. Donc, le déplacement va rester nécessaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, trouver des solutions... on va passer par, en tout cas nous on va proposer deux systèmes et surtout de réfléchir en 3 dimensions. Une entreprise d'ailleurs comme un consommateur va réfléchir normalement en 2 dimensions.
Lorsque vous allez quelque part, vous allez vous dire combien de temps ce trajet va me prendre et combien ça va me coûter. Alors d'ailleurs, quand on est particulier, c'est d'abord combien ça va me coûter. Tant pis, je vais passer des heures et des heures dans des bouchons et je vais prendre par exemple ma voiture. L'entreprise réfléchit un petit peu différemment puisqu'un collaborateur quand même a la nécessité d'arriver à l'heure, en tout cas beaucoup plus qu'un particulier. Et donc on va réfléchir en 2 dimensions. Ce que nous allons proposer, nous, c'est effectivement de réfléchir en 3 dimensions et de ne pas penser systématiquement que pour un long trajet, l'avion est plus rapide. Oui, le temps de vol est plus rapide, mais si vous prenez l'ensemble du trajet, donc l'approche aux aéroports de départ et d'arrivée, on va pouvoir, je dirais, calculer, et ça va être tout l'enjeu justement du digital, c'est d'avoir un algorithme qui va vous calculer ça en quelques secondes pour vous dire, bien écoutez, ce trajet-là, ça c'est un Lyon-Bruxelles, vous allez pouvoir en à peu près 5 heures le faire tout aussi rapidement avec un train, un Thalys associé avec du taxi, qu'avec un avion associé avec du taxi. Et prise au dernier moment, mais c'est quand même, on n'a pas des effets de fluctuation tarifaire aussi fortes que dans le train, que par rapport à l'avion. Et donc, vous allez peut-être économiser de l'argent. Et en tout cas, au niveau émissions de carbone, vous allez pouvoir faire de très, très grandes économies. Car comme vous pouvez le constater, ici, 2 kg versus 213 kg. Donc, l'idée, c'est pas effectivement de dire le train, c'est plus écologique que l'avion. Ça, tout le monde pouvait s'en douter. Mais c'est de combien ? Et de pouvoir accumuler une donnée qui est très intéressante pour l'entreprise, c'est le CO2 épargné. Parce que si vous aviez la possibilité de prendre l'avion et que vous prenez le train, ça va être intéressant d'enregistrer cette économie et de s'en prévaloir, car c'est la vraie action écologique, c'est de réduire son empreinte carbone au maximum avant de contribuer, compenser, neutraliser, selon les termes qui seront utilisés par nos partenaires pour activer le dernier levier. Et enfin, dernier point aussi, le digital peut aussi nous rendre des services ça va être le produit que nous lançons aujourd'hui sur le salon Pro Durable, on l'a baptisé MIO, le Mobility Impact Observer, ça va être de regarder en fait l'impact de toutes les mobilités de l'entreprise. Parce que là, on a parlé du voyage, mais lorsqu'on va tous les jours au travail, ce qu'on appelle le commuting, le domicile-travail, lorsqu'on a une flotte de voitures, eh bien tout ça, effectivement, ça émet des gaz à effet de serre lorsque les motorisations sont carbonées. Donc l'idée, c'est avec le digital de pouvoir collecter de manière quasi automatique et instantanée toutes ces émissions, de pouvoir vous les faire visualiser et après de regarder un petit peu aussi les autres indicateurs, parce que la productivité dans un avion, c'est pas forcément la même que dans un train ou dans une voiture. Donc c'est d'être aussi vigilant sur les autres impacts que l'impact environnemental de la mobilité, de manière à ce que vous soyez directeur ou directrice RSE, vous puissiez dire je peux réduire l'empreinte carbone sans sacrifier le budget d'une entreprise ou les coûts je dirais, qui sont accordés pour effectuer cette mobilité-là, sans sacrifier la productivité ou le chiffre d'affaires. Donc c'est aussi l'objet de ce genre d'outils qui vont vous permettre de maîtriser cette empreinte carbone. Juliette, du coup, toi qui travailles donc avec plein de directions achats, comment tu penses qu'on peut aider les acheteurs à mieux prendre en compte ces éléments-là ? Est-ce qu'on parle de carbone fréquemment ? Est-ce que ce que remontent les directions achats ensuite part dans le reporting RSE ? Voilà, qu'est-ce que tu constates sur comment on aide les directions achats dans ces situations ? Alors effectivement, pour répondre à ta question, oui, bien sûr, toute la chaîne de valeur remonte dans le bilan carbone avec le scope 3, entre autres. Et je trouve que les 2 exemples là, qui ont été donnés sont vraiment très intéressants et montrent combien, effectivement, en tant qu'acheteur, on peut arriver à trouver ces solutions-là. Mais pour ça, ça nécessite en fait de travailler un petit peu différemment, un peu différemment, pardon. Quand on est dans une démarche d'achat responsable, en fait, c'est analyser quelles sont les interactions du produit que vous achetez ou de la prestation de service que vous achetez sur les milieux. Donc, quand je parle des milieux, c'est bien sûr l'environnement, les aspects sociaux, etc.
Et c'est particulièrement intéressant, du coup, d'amener l'acheteur, en fait, à se poser des nouvelles questions. Et comme question, par exemple, c'est comment bien caractériser finalement mon besoin par rapport à la demande de mon client. Un client, finalement, son objectif, c'est pas forcément d'acheter un produit pour un produit, mais c'est effectivement de répondre à une fonction précise. Dans le cas de la mobilité, l'objectif, c'est pas forcément d'acheter un véhicule, mais c'est de trouver une réponse à comment me déplacer d'un point A jusqu'à point B. Pour le téléphone, c'est aussi l'objectif de pouvoir rentrer en communication avec ses collègues. Donc c'est vraiment de bien repenser en fait le besoin en amont, et ça, avec les prescripteurs en interne, c'est particulièrement important. Et pour moi, en fait, l'analyse fonctionnelle, ce que j'appelle l'analyse fonctionnelle du besoin, ça va permettre finalement à l'acheteur d'aller chercher toutes les solutions alternatives qui va lui permettre finalement de trouver la solution qui est la plus intéressante d'un point de vue économique, hein, parce que faire des achats responsables, c'est absolument pas antinomique avec la performance économique. Bien au contraire, c'est juste une question de prisme à plus ou moins long terme. Donc la meilleure solution économique, mais également qui intègre effectivement les enjeux sociaux et environnementaux. Et pour en fait identifier toutes ces interactions, globalement, nous on propose de plus en plus en fait aux directions achats de faire une cartographie de leurs risques, donc les risques RSE, et ceci à la catégorie d'achat, puisque finalement vous comprenez bien que entre acheter un téléphone et acheter une voiture, certes, les deux ont des impacts particulièrement environnementaux, peut-être un peu plus sociaux sur la partie voiture, avec quoique sur le téléphone, c'est aussi source de stress. Donc finalement, voilà. Mais entre acheter de l'intérim et acheter effectivement une voiture, voilà, les impacts, la typologie des impacts et surtout la criticité des risques est complètement différente. David l'a dit, la fabrication d'un téléphone, c'est 80%, c'est à l'origine de 80% des émissions carbone, c'est énorme. En tant qu'acheteur, en ayant connaissance en fait de ce risque-là, de cette conséquence-là, c'est de se dire, mais finalement, comment est-ce que je vais pouvoir contourner ce risque et comment je vais pouvoir trouver une solution qui soit différente et qui m'évite d'avoir non seulement de faire une pression sur les ressources, mais également sur l'impact carbone de mon entreprise. Donc pour ça, il est très important effectivement pour les acheteurs de s'ouvrir, de faire du sourcing, d'aller trouver des alternatives. Alors je sais, moi j'ai été acheteuse, donc je sais ce que c'est d'être acheteuse, la pression qu'on peut avoir, mais c'est d'arriver effectivement aussi bien dans la partie caractérisation du besoin et du sourcing, donc c'est aussi échanger avec ses fournisseurs, échanger avec d'autres donneurs d'ordre, hein, parce que les bonnes pratiques au niveau RSE, c'est primordial. Vous, dans votre cas, je ne sais pas comment les entreprises ou les acheteurs sont arrivés jusqu'à vous, mais en tout cas, ça sera peut-être intéressant de le savoir. Mais en tout cas, effectivement, il y a toute cette veille voilà, sur les nouvelles solutions. Et Dieu sait si en France, il y a plein de nouvelles solutions pour pouvoir faire face à tous ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment un point qui est particulièrement important. J'insiste sur la partie caractérisation du besoin parce qu'en fait, il faut savoir qu'un besoin qui est bien caractérisé, c'est à l'origine d'environ 80% en fait, des économies versus la négociation qui finalement ne représente que 20% de l'économie potentielle. Donc c'est particulièrement important. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que du coup, quand on analyse bien son besoin et qu'on a une approche sur l'ensemble du cycle de vie, parce qu'en fait, l'analyse de la cartographie des risques est intéressant, c'est d'analyser les risques de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie. Je l'ai cité dans le cadre du téléphone, entre effectivement l'extraction du lithium, de l'étain ou d'autres matières premières, mais aussi les sujets de déchets qui ont forcément aussi un impact carbone. Donc c'est d'avoir une approche en cycle de vie globale. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, en fait, moi, j'invite de plus en plus les acheteurs à avoir une approche en coût global, c'est-à-dire à intégrer l'ensemble des coûts liés, en fait, à, bien sûr, l'extraction, la fabrication, le transport, l'utilisation du produit et puis sa fin de vie. Voilà. Et dans les deux exemples, on voit bien que l'approche en cycle de vie est vraiment primordiale. Voilà, ne plus uniquement raisonner en prix facial, mais vraiment d'avoir une approche en coût global total qui n'est pas facile et qui effectivement demande voilà, une réflexion. Il y a des experts, des futurs experts à Nice-Aurel dans la salle sur les TCO et c'est vraiment important de plus en plus s'inscrire dans cette démarche-là. Moi, je me rappelle avoir fait une étude auprès de tous les gestionnaires de flotte en 2006-2007 sur le développement durable.
Et on avait eu énormément de répondants et on avait commencé à parler un peu de coût global sur la mobilité. Là, The Trip, en fait, la possibilité, je peux choisir entre l'avion, le train, la location. Enfin, on peut réserver à peu près tous les types de mobilité. Comment ça se passe? L'entreprise dit, j'ai une nouvelle solution pour vos déplacements. Vous, ceux qui s'occupent d'acheter, ou peut-être les individus eux-mêmes, enfin les salariés au sein de l'entreprise, passent sur la solution. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit comme effet bénéfique? Est-ce que, par exemple, on voit les coûts baisser, le bilan carbone, j'ose espérer, si on met ce critère-là, parce qu'aujourd'hui, le critère carbone, on le voit enfin moi, je sais que je le vois quand je réserve un billet de train, mais qu'est-ce que l'effet apporté par The Trip auprès des collaborateurs? Et peut-être au niveau aussi perso, comment ils le perçoivent? On disait c'est bénéfique pour les salariés. Mais s'ils rajoutent ce critère dans leur choix, voilà, est-ce qu'il y a des feedbacks que vous avez de vos clients qui disent les salariés sont contents, on baisse le bilan carbone? Enfin, est-ce que tu peux nous donner un peu les différents impacts positifs que vous avez? Alors, le premier impact, c'est le fait d'installer un système de réservation éco-responsable. Alors, on a tous les émissions carbone qui sont écrites en tout petit sur le billet d'avion, de train. Okay. Air France, aujourd'hui, vous savez, même compense 100% des émissions carbone. Donc, elle vous affiche que le voyage est neutre en carbone. Et ils sont fait ramasser par les ONG parce qu'ils avaient une communication qui était un peu trompeuse, très maladroite. Voilà. Ouais. Alors, l'effet, le premier effet, c'est moins 20%. À peu près, nous, là, on a constaté sur les clients qui avaient adopté The Trip, influencer le comportement avant la réservation, en indiquant de manière sympathique, avec une petite jauge, avec des petites feuilles qui se remplissent plus ou moins, et d'avoir un mini bilan carbone avec le CO2 émis et le CO2 économisé, permet d'influencer les comportements. Donc on peut faire changer les comportements, parce que je pense que c'est ça aussi. L'idée, c'est pas d'y aller avec le marteau pour faire passer les choses, mais de montrer avec du bon sens, avec de la logique, que sur certaines destinations, pas toutes, Paris-Nice, c'est très compliqué de le faire en train. C'est donc un vrai acte militant d'y aller en train. On n'a pas forcément le temps, mais on peut s'y accorder peut-être aussi beaucoup de travail. Dans un train, on travaille très très bien, puisqu'on a quasiment 100% de temps utile versus les autres transports. Donc c'est moins 20%. Voilà, l'impact à peu près, on a même une société qui est montée à moins 25%, simplement en faisant de l'influence comportementale sur l'outil de réservation. J'avais un petit slide. Et c'est aussi, alors tu le disais, est-ce que ça fédère l'entreprise? Est-ce que ça a un effet aussi sur, on va dire, la marque employeur? Mais on pourrait dire oui, parce qu'on n'a pas de mesure là-dessus, c'est un peu plus compliqué de mesurer. Mais on est l'un des seuls éditeurs de logiciels, puisqu'on passe à travers des agences de voyage pour être commercialisé. On est l'un des seuls éditeurs logiciels qui est invité au lancement. On a fait différents lancements auprès des entreprises. Et je crois que l'agence de voyage comme l'entreprise souhaite effectivement valoriser ce choix-là, d'avoir un système de réservation éco-responsable. Donc on arrive à fédérer les énergies en disant oui, ça y est, on prend la mesure du problème. Si on doit agir, une entreprise veut réduire son empreinte carbone, elle doit commencer par le transport. Et là, on se dote d'un moyen très pratique pour le faire. Alors là, je vous ai donné un exemple sur un Paris-Marseille. Un Paris-Marseille, c'est 225 kg de CO2 en avion. C'est 96 kg si on voulait y aller en voiture. C'est 1 kg en TGV. Donc l'objectif, effectivement, c'est de se dire, prenons la différence, on va le comparer avec l'avion, 224 kg, et mettons ça dans un compteur commun. Donc on va gamifier l'expérience pour dire, regardez ce petit compteur-là, c'est le compteur de l'entreprise. Chaque personne qui fera un acte éco-responsable va, tel le colibri, vous connaissez certainement cette fable du colibri qui éteint l'incendie, si tous les colibris pouvaient jeter un petit peu d'eau sur l'incendie, là c'est cette idée-là de collecter toutes ces économies de CO2. Ça n'a aucune valeur par rapport au fisc, par rapport aux indicateurs officiels qui vous permettront d'avoir des avantages financiers, mais ça a une valeur d'image, puisqu'effectivement, on va célébrer ces économies de CO2. Alors, je voulais juste aussi vous dire que
Ce qui est intéressant également, c'est que lorsqu'on a mesuré les différents impacts de la mobilité, c'est intéressant aussi de simuler des scénarios alternatifs. Et là, ça va être intéressant, à partir de variables d'entrée, on lance vraiment cette expérimentation pour pouvoir dire, OK, maintenant la visio concurrence le voyage, le télétravail concurrence la commutation domicile-travail, le train versus l'avion versus la voiture, la fréquence de voyage, tous ces paramètres d'entrée, si on pouvait tel un equalizer jouer sur les différentes variables pour voir, je dirais, quels sont les impacts, pas simplement en termes d'empreinte carbone, parce que c'est vraiment un KPI qui évidemment va vous intéresser dans la RSE, mais si vous voulez convaincre le dirigeant de l'entreprise, si vous voulez convaincre le DAF, si vous voulez convaincre les achats, il faut quand même avoir un œil aussi sur les autres compteurs et de voir comment effectivement la part du train permettrait de conserver une certaine productivité, comment la part du train va pouvoir quand même aussi vous améliorer donc l'empreinte carbone, comment aussi ces transports doux vont pouvoir également conserver de la productivité. Ça, c'est intéressant pour notamment les directions de ressources humaines. Ça, c'est une expérimentation qu'on lance. C'est beaucoup de data qu'il faut évidemment lier les unes aux autres pour permettre que enfin la RSE soit écoutée dans l'entreprise et ne soit pas juste le parent pauvre qui propose des analyses et des plans d'action qui ne soient jamais suivis d'effet, parce qu'on va dire on ne va pas sacrifier notre chiffre d'affaires, on ne va pas sacrifier nos coûts, parce que finalement le plan a l'air extravagant. Donc l'idée, c'est de prouver aussi qu'on peut lier tous les autres indicateurs économiques et optimiser tous ces indicateurs pour qu'on puisse enfin avancer, car on reste persuadé chez The Trip que si l'entreprise bascule, si l'entreprise agit réellement, les particuliers suivront. Justement, les particuliers sur le téléphone reconditionné, ils s'y sont mis il y a quelques années. On sait, hein, on sait que... On sait que, je crois qu'il y a 22 millions de téléphones vendus par an, de téléphones portables vendus par an en France. Il y en a 17 millions qui traînent dans vos tiroirs. Vous savez, le petit tiroir à côté de la porte d'entrée, là, sous les clés. On a tous nos vieux téléphones qui traînent. Il y en a très peu qui sont recyclés. Vous proposez de leur donner une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez imaginé une solution pour les entreprises. Alors, on imagine effectivement une solution pour les entreprises. Aujourd'hui, si vous voulez acheter un smartphone reconditionné pour vous, à titre personnel, vous pouvez aller sur notre site. Mais là, on propose également cette solution d'entreprise pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Tu parlais aussi tout à l'heure de cycle de vie. On est en plein dedans parce qu'il ne s'agit pas non seulement d'équiper des collaborateurs avec un smartphone, mais il y a toute la partie recyclage. Et donc, nous, on intervient à la fois sur le recyclage des smartphones, de l'ancienne flotte, qui peuvent être fonctionnels ou pas, l'équipement avec des nouveaux smartphones reconditionnés qui vont être garantis et livrés avec des accessoires de qualité, et puis après tout le suivi dont je vous parlais tout à l'heure pour les réparations et les petits hicks du quotidien. Et ensuite, c'est une boucle, hein, c'est l'économie circulaire, c'est le principe. On va récupérer les téléphones et puis on va les remettre sur le marché et les recycler. Pourquoi le recyclage c'est important? Je vais vous donner un exemple très simple qui vient de la personne avec qui, de l'entreprise avec qui on travaille pour tout ce qui est recyclage des produits électroniques, qui s'appelle Morphosis, qui est basé au Havre, qui est d'ailleurs actionnaire chez ISIS, et qui nous a donné cet exemple-là concernant l'or. Si vous faites de l'extraction d'or, d'une mine d'or au Mexique, comme vous avez ici, 1 kilo d'or, c'est 2,6 millions de litres d'eau, d'accord, pour 1 kilo d'or. Morphosis, ça c'est son usine au Havre. À partir de produits électroniques dont vous considérez qu'ils ne valent plus rien, alors il en faut plusieurs quand même, c'est pas au bout de 3 ordinateurs ou téléphones qu'on fait 1 kilo d'or, mais à partir de vieux produits électroniques, 1 kilo d'or c'est 50 litres d'eau. Donc s'il y avait une démonstration édifiante pour montrer que recycler c'est mieux que d'acheter du neuf, vous l'avez ici. Donc notre boulot, il intervient dans un premier temps sur toute la partie recyclage des produits avec notre partenaire. Ensuite, on va équiper les collaborateurs. Donc évidemment, on a un processus de contrôle, de certification, de changement de batterie pour que les produits soient performants avec une garantie d'1 an. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, le point faible du reconditionné, et ce matin sur le stand, j'avais quelques exemples de gens qui témoignaient de ça, qui avaient acheté du reconditionné.
et qui disaient ouais, mais alors moi j'ai acheté un reconditionné, mais alors les accessoires c'est pourri et franchement ça tient pas. Voilà. Effectivement, quand vous achetez un smartphone ou des accessoires, il faut des accessoires de qualité. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais un chargeur qui n'est pas de qualité, il y a des tensions, des hausses de tension, des baisses de tension qui fait que votre bel iPhone, au bout d'un certain temps, dans le pire des cas, ça peut brûler la carte mère et la batterie, avec les conséquences qu'on peut imaginer, mais ça va aussi, avec le temps, abîmer la batterie et la carte mère. Donc vous pouvez avoir un smartphone reconditionné au bout de 3-4 mois qui ne marche plus. C'est pas parce que le smartphone n'a pas été bien reconditionné, c'est qu'il a été utilisé avec des accessoires qui ne sont pas de qualité. Nous, on a fait un double choix de cohérence, à la fois dans la démarche environnementale, puisque nous avons nos propres accessoires qui sont éco-conçus et qui sont donc 100% recyclables. Nous sommes les seuls reconditionneurs en France à proposer avec chaque smartphone des smartphones éco-conçus. Et on a poussé ça, on a couplé, on va dire... j'ai dit quoi ? Des iPhones, alors pardon, des accessoires éco-conçus, c'est que je suis allé un peu trop vite sur la deuxième partie de ma phrase, qui était de dire que ces accessoires sont certifiés Apple, donc ce qu'on appelle MFI, Made for iPhone. Donc ce sont des accessoires de qualité. Ça veut dire que Apple garantit que la charge est optimum pour ces smartphones. On est les seuls à faire ça. Bah oui, ça coûte plus cher. Un câble certifié Apple, il coûte 3 fois plus cher qu'un câble non certifié Apple. Mais si on veut être cohérent dans notre démarche, il faut que les produits qu'on reconditionne et qu'on remet sur le marché puissent durer plus longtemps. Et ça, on l'a couplé également avec de l'emballage éco-conçu. Donc là, vous avez notre boîte IACS qui est 100% recyclable, éco-conçu à partir de carton FSC, avec un sachet coton éco-conçu. Et les accessoires qu'on va vous livrer avec, les coques qu'on va vous livrer avec, sont également éco-conçus. Donc on est complètement cohérent dans cette démarche d'éco-conception, mais qu'on a associé, comme je vous disais, à une notion de qualité, parce que parfois reconditionner n'est pas synonyme de qualité, ou éco-conception n'est pas synonyme de qualité. Là, on a le meilleur de ce qu'on peut imaginer en termes d'éco-conception et de qualité. Et puis le dernier élément important, c'est que si vous êtes une entreprise, vous pouvez évidemment acheter ces produits, mais là aussi, quand on parle d'économie responsable, de développement durable, on est sur l'économie de la fonctionnalité. Et donc, on propose également des offres de location sur 24 mois, où vous allez pouvoir bénéficier, à partir de 12,90 € d'un smartphone reconditionné, avec les accessoires qui vont bien, l'offre de services qui va avec, de réparation, les assurances, les garanties. Et au bout de 24 mois, on va reprendre votre téléphone, qui va repartir soit chez Morphosis pour être recyclé s'il ne fonctionne pas, soit on va le reconditionner pour repartir à nouveau sur le marché, et on va vous occuper d'un autre smartphone. Donc vous avez la possibilité de choisir entre ces deux axes, achat ou location, sachant que la location a évidemment cette vertu d'être dans l'économie de la fonctionnalité et d'un point de vue financier et fiscal beaucoup plus intéressant. Et l'atelier est en France de réparation. Et l'atelier est en France, alors effectivement... je parle de ça parce que moi j'avais eu une expérience une fois où, avant de connaître IACS, j'avais acheté un téléphone reconditionné. Il appartenait à une entreprise coréenne avant, enfin c'était une flotte, c'était pas tellement circuit court. Il y a des chances que tu achètes ça sur une plateforme. Ouais, c'est ça. Parce que quand on parle de reconditionner, il y a une plateforme que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler ou a vu à la télé. Alors ce qui est très bien, parce que ça fait de la pub pour le reconditionner, mais sachez qu'une plateforme, comme son l'indique, c'est quelqu'un qui vous met en relation avec des vendeurs. Et en l'occurrence, cette plateforme, alors Back Market, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous mettre en relation avec 1000 reconditionneurs qui sont partout dans le monde. Ouais, alors en soi, il n'y a pas de souci. S'il y avait une norme qui disait le reconditionné doit être comme ça. Ouais. Mais là, il y a 1000 reconditionneurs, donc il y a 1000 niveaux de qualité de reconditionnement. Et si on pousse un petit peu plus loin, qui dit plateforme dit prix bas. Et prix bas et qualité, généralement, ça ne fait pas bon ménage. Donc on a un atelier en France, on emploie en France, on fait de la réinsertion, on est à Caen. Et donc la qualité IACS, c'est celle qu'on a au niveau de notre atelier et dont on est garant. Super, très bien. Juliette, est-ce que tu veux nous dire si, spécifiquement sur ces deux sujets, de mobilité et d'achat informatique et de smartphone en particulier, toi tu as vu des demandes chez les clients, est-ce que tu vois que les directions achats se bougent sur ces sujets en particulier ?
Alors, effectivement, il y a une vraie prise de conscience, en fait, sur l'impact globalement. On sait tous voilà, que dans notre consommation au quotidien, il y a un impact sur l'environnement. Après, quand on met des chiffres, quand on voit les chiffres là, que vous ont communiqués, et Laurent et Thomas... David, pardon. Désolée. Voilà, je trouve que vraiment, ça parle vraiment et ça montre combien les acheteurs ont un vrai rôle à jouer en fait dans une politique RSE, dans la fameuse notion d'entreprise à mission. Et c'est ça que je trouve particulièrement passionnant. Et je trouve que dans les deux exemples, j'adore parce que je trouve que dans les deux exemples qui vous ont été présentés, voilà, on voit d'abord qu'on est face à un marché qui commence à être mature. Et ça, c'est important aussi hein, quand on est acheteur et qu'on se pose des questions. Il faut bien étudier la maturité du marché et puis la maturité des fournisseurs parce qu'on risque sinon de vouloir faire des belles promesses mais d'avoir des marchés infructueux. Donc ça, c'est effectivement une des premières choses. Moi qui étais acheteuse pendant quelques années à l'AFTAC, j'aurais adoré à l'époque voilà, pour pouvoir découvrir voilà, toutes ces belles innovations et pouvoir faire profiter mon entreprise de ces produits-là. Donc je vous invite forcément à vendre ces solutions-là dans votre entreprise parce que ça montre combien concrètement en fait non seulement et David l'a dit David pardon il y a un impact économique hein, dans une approche en coût global mais aussi on voit bien l'impact qu'a voilà, l'achat de reconditionnés ou même en termes de mobilité sur le bilan carbone de l'entreprise. La dernière chose que je dirais, et vous le savez, c'est qu'effectivement, un acheteur seul, il ne peut pas y arriver. Donc, il faut travailler avec ses parties prenantes. Il faut travailler avec ses clients en interne. Il faut aussi beaucoup travailler avec les fournisseurs parce que quelque part, lorsqu'on achète des téléphones et qu'on voit ce genre de solutions, c'est aussi de titiller ses fournisseurs qui vendent du neuf en leur disant voilà, il y a des choses qui arrivent sur le marché. Qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir faire face en fait à ces enjeux environnementaux? Et c'est aussi pour moi le rôle des achats en fait c'est le pouvoir d'influenceur d'emmener en fait les fournisseurs dans cette démarche-là. Ce qui permet aussi de gérer la problématique de responsabilité en cascade qui est si compliquée à gérer quand on parle de supply chain particulièrement complexe. Et dans le cadre de téléphone ou voiture, effectivement, on sait que les chaînes d'approvisionnement sont particulièrement complexes. Et juste pour conclure, on le sait aussi que dans ce genre de démarche-là, il est très important d'avoir l'appui de la direction générale. Donc voilà, c'est aussi important que le DG il ait aussi un téléphone reconditionné parce que voilà, c'est aussi une bonne pratique pour l'ensemble de la direction. Et puis de toute façon, c'est aussi la seule façon dont un acheteur va pouvoir s'inscrire en fait dans une démarche d'achat responsable. Voilà. Ok. Et moi, ce que je trouve aussi super intéressant, c'est qu'on met la pression au directeur RSE pour qu'il réduise son bilan carbone. Et donc, par exemple, il va bosser avec le directeur marketing sur un nouveau packaging. Et pour changer la chaîne de production dans l'usine, c'est pas toujours facile et rapide. Et là, la chance, c'est qu'en fait, avec les achats, on change de solution et on a tout de suite un impact assez rapide. Donc, c'est hyper efficace et je trouve ça vraiment canon. Et sur le sujet de la mobilité, on voit bien la montée en puissance, par exemple. Enfin, moi, je suis un fan de vélo depuis quelques temps. On voit bien que voilà, ça accélère partout et que de toute façon, il faut qu'on accélère. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu trop de temps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, il y a un système sur lequel j'ai regardé, mais je n'en avais pas parlé au début. Il reste 1 minute. On peut prendre une question. Et on le fait à l'ancienne, à la voix. Non, si vous n'avez pas de questions, c'est que vous avez tout compris. J'espère que ça vous a plu. Encore merci beaucoup d'être venu à ProDurable et d'être venu avec vos masques. On a la chance, nous, de les enlever pendant quelques minutes. Merci, bonne suite du salon. Il y a encore plein de conférences et d'ateliers très intéressants partout.